Vous êtes avec Anna Toumazov, bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre un tunnel. Et aujourd'hui, je suis avec Mathias Debras. Bonjour Anna. Bonjour Mathias. Alors Mathias, tu es styliste, Oui. on va avoir le temps de longuement y revenir. Tu es également à la tête du média Arrêtez tout, Exactement. qui se donne pour mission sur Internet de décrypter la mode et de toute son histoire même, toutes ses archives évidemment, mais aussi tous ses impacts, ses évolutions, parce que on voit que t'as une immense culture de la mode et t'es pas juste là pour dire ce que t'aimes ou ce que tu n'aimes pas. On va commencer par une question que j'ai toujours rêvé de poser. Comment est-ce que tu es habillé aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je suis un petit peu dans mon nouvel uniforme. L'ancien, c'était souvent le full blazer, un ensemble tailleur, un peu comme ça, un peu classique, et ça fonctionnait. Là, je sais pas, j'essaie d'adopter une pièce forte. Donc moi, je pars toujours de la veste. Pour moi, la pièce forte dans mon look, c'est toujours une veste. Ça peut être le blazer, le gros bombers, le long manteau, voilà. Donc là, voilà, le pantalon un peu militaire, les petits mocassins pour l'été, beaucoup de bijoux, des boucles bien bouclées, et puis on est parti, quoi. Beaucoup de bijoux. Regarde, tu peux Toujours. montrer là tous les colliers, les Toujours, bagues, énormément. les bracelets, les bagues pour lesquelles on cotise aux anniversaires. Exactement, merci c'est les sublime. copines. Donc toi, tu pars de la veste pour construire un look toujours. Toujours. Il y a des gens Sur qui moi, en partent tout de la cas. chaussure, il y a des gens qui partent du Ouais. top. Sur moi en tout cas, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que le travail de l'épaule est essentiel pour ma journée. C'est-à-dire comment je vais me tenir, si je vais avoir confiance ou non en moi. C'est-à-dire que j'ai jamais une matière molle en haut. Ah, c'est intéressant. Par exemple, si je mets un sweat, c'est que je vais boire un verre. Genre un sweat à capuche, je vais boire un verre entre copines, voilà, chill, tranquille. Mais par contre, j'arrive sur un shoot, j'ai toujours une veste épaulée. J'ai toujours, j'ai besoin d'avoir des épaules pour un peu me rigidifier un peu le dos. Je crois qu'il y a un côté un peu sadomaso, moi, dans ma mode, dans mes looks. Mais j'ai besoin d'avoir une sorte de stature qui impose déjà quelque chose, en fait. Et je pense que tout ce travail se passe par les épaules. Il y a un vrai statement aussi, j'en parlais en arrivant en vélo ici chez Back Market avec notre ami Farid, du fait que, donc comme tu sais, je rentre de Cannes, j'ai porté des belles robes, des machins, des trucs, et on parlait du fait que les gens ne s'adressent pas pareil à nous, suivant la façon dont on est vêtu. Exactement. C'est quelque chose que tu cherches à travailler avec les personnes, donc les personnalités peut-être que tu peux en citer, avec qui tu as pu bosser. Bah, en fait, ça peut paraître cliché, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et je pense que c'est une vérité qui est générale. Le vêtement, c'est le premier langage. C'est-à-dire, avant même qu'on ait ouvert la bouche, on sait déjà ce que tu vas dire à peu près. La façon dont tu te tiens dans tes fringues, si t'es confort, si t'es pas confort, si t'es dans un truc hyper loose, ça veut dire que t'es un peu plus chill, un peu. T'as rien à prouver. Enfin, il y a tellement de matières qui traduisent tes émotions, ton stress, ton anxiété, ta confiance en toi, en fait. Ou l'inverse, ou tout l'inverse. Donc, pour moi, le vêtement parle tellement plus que parfois nos mots. Et j'ai grandi avec une phrase qui disait qu'en fait, il faut être entendu avant d'être vu. Et donc, pour moi, être entendu avant d'être vu, ça passe aussi par les chaussures. C'est-à-dire que je pense, en basket, 4 jours dans l'année, sauf quand je vais courir. Je t'ai jamais vu en basket. Et je suis jamais en basket. Parce qu'en fait, les mocassins, les bottines, les Santiago, les bottes, toutes ces chaussures-là, en fait, font du bruit. C'est-à-dire qu'avant même que tu rentres dans une pièce, pardon, on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est tout bête, mais en fait, le cerveau intègre déjà une information avant même que tu sois là. Et donc, forcément, tu arrives avec une confiance bien différente, des regards aussi différents. Et voilà, je trouve ça un petit peu un outil pour être écouté ou au moins entendu. Donc, t'as l'air de dire que les vêtements sont bavards. Toi, donc, en plus d'être styliste et donc de te servir de toutes tes connaissances pour habiller d'autres personnes et leur permettre d'incarner aussi qui ils ont envie d'être, tu t'es fait analyste de la mode. Combien de temps ça fait ça à peu près ? Arrêtez tout magazine, ça fait déjà, ça va faire 2 ans, je pense. On se rappelle le début, les nuits blanches pour suivre le Met Gala, pour buzzer en analysant toutes les tenues, voilà, etc. toutes les Fashion Week, tout ça. Tu suis toutes les Fashion Week. Donc en peu de temps, tu t'es retrouvé invité à toutes les Fashion Week également. Donc exactement. Ça, c'était un beau step, on imagine. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'analyser la mode que d'aucuns considèrent comme futile ? Je pense qu'en fait, la mode traduit tellement de
nos générations, de nos sociétés, de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit en termes de crise politique, la place de la femme, la question du genre, la question de la sexualité. Bien sûr. Enfin, j'ai l'impression que, bon, je vais avoir mes 27 ans, mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui est tellement fracturée et pleine de ruptures entre nous, des fois même au sein même de nos communautés, par exemple moi l'homosexualité, etc., qu'en fait la mode, elle traduit tout ça. Et comme on disait juste avant, le vêtement est tellement bavard, mais tellement bavard, et pour moi la mode, ouais, ça passe par tout ça, c'est l'image parfaite. Et c'est le reflet, presque le miroir parfait de notre société. Et les gens qui te suivent du coup sur les réseaux sociaux où t'as beaucoup d'abonnés, ça va être uniquement des gens de la mode ou c'est justement des curieux d'autres industries, des gens totalement étrangers à ce milieu? Alors moi j'ai une mixité totale, c'est-à-dire j'ai à la fois l'étudiant en école de mode qui vient, on va dire, faire sa culture à travers le magazine, parce que moi via mes formats, c'est vrai que c'est des formats qui sont assez courts, 1 minute 30, 2 minutes. Et souvent, les retours que j'ai, et c'est ceux que je préfère, c'est « Ah bah merci, parce qu'en fait, en 1 minute 30, j'ai compris un défilé. J'ai pas besoin d'aller sur Vogue Runway, Tagwalk, etc., ou sur une autre plateforme, ou de lire un article des fois qui va me prendre 10-15 minutes. Donc il y a aussi ce truc de la rapidité, où en fait, on a l'habitude de scroller, emmagasiner des informations, et des looks, et des tendances, et des images, et des nouveaux corps, et des nouvelles égéries, et tout ça. Et ouais, moi, ça part de l'étudiant en école de mode jusqu'à la maman... J'ai de tout, j'ai des cadres, j'ai des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, j'ai des gens qui en ont énormément, j'ai des gens qui ne s'habillent pas du tout, c'est-à-dire ils sont tout le temps avec un jogging et un t-shirt blanc et fin de l'histoire, et j'ai des gens qui sont hyper extravagants, hyper excentriques, pardon. J'ai de tout, j'ai vraiment de tout, et c'est ça aussi que j'adore moi dans le média, c'est cette pluralité, c'est-à-dire que mon discours, il est adaptable en fait. Mes mots peuvent être compris ou analysés selon toi, ton esprit, ta sensibilité à la mode. Donc, est-ce qu'on ne doit s'intéresser à la mode que pendant la Fashion Week? Parce que là, il me semble qu'on est à l'aube, en tout cas bientôt, d'une Fashion Week. Comment ça marche d'ailleurs ça? Parce que les gens n'y comprennent jamais rien. Et moi, ça m'arrive de passer une tête au défilé. Mais j'avoue que quand mes proches, qui sont pas du tout dans la mode et même pas du tout à Paris, etc., me demandent comment ça fonctionne ces trucs et pourquoi c'est tout le temps la Fashion Week, je sais pas trop quoi leur dire. Donc comment est-ce que tu peux nous décrypter ça un petit peu? Bah, en fait... En réalité, c'est un peu tout le temps la Fashion Week. Parce que, par exemple, celle de 2026, donc elle a commencé le 15 janvier à Milan. La dernière Fashion Week, on va dire dans les grosses villes, s'est arrêtée le 13 mars. Ok, donc 1 mois et demi déjà, entier de Fashion Week. 1 mois et demi, 2 mois déjà entiers de Fashion Week. Parce que Milan, Londres, Paris et New York se succèdent. Exactement. Entre-temps, on a eu la couture. On a eu la Fashion Week homme, on a eu la Fashion Week femme, et boum, après on a recontinué. Sauf qu'en réalité, si on regarde les gros plannings des Fashion Week monde, donc pas que des 4 grosses capitales de la mode, donc Londres, Paris, New York, Milan, cette année, la Fashion Week ne s'arrêtait pas du 15 janvier au 15 mai. Ah oui, donc c'est plus une Fashion Week, c'est un Fashion Year. Parce qu'en fait, il y a la Fashion Week à Amsterdam, à Bangkok, à Lisbonne, partout en fait. La mode est partout, et même parfois j'entends des fois « Non mais la mode c'est pas pour moi » ou « La mode ça m'intéresse pas ». En fait, tout ce qu'on porte aujourd'hui, même si tu t'habilles chez Decathlon, voilà, en fait ça découle des Fashion Week. Pourquoi? Parce qu'en fait les maisons créent, donc on va dire pour les élites. Donc quand je dis maison, c'est les plus grandes, hein. C'est Chanel, Dior, toutes ces maisons qui aujourd'hui pratiquent des prix inaccessibles pour le commun des mortels, en tout cas. Ensuite, il y a un dénivellement, c'est-à-dire qu'en fait, ça va descendre. Bon, bah, les plus petites maisons, les marques qui sont toujours dans le calendrier. Après, on passe aux marques / maisons premium. Après, les marques classiques qu'on consomme tous. Et après, il y a la fast fashion. Mais en fait, ça fait un état, pour imager, en fait, c'est une pyramide. Donc en fait, que tu sois en bas de la pyramide, au milieu de la pyramide, au deuxième tiers de la pyramide, dans tous les cas, tout vient d'en haut. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on soit pas sensible, par exemple, à un défilé Chanel ou Dior. Ça paraît tellement loin de nous, les looks, les défilés croisières, l'idée par exemple de porter des pièces d'été en plein hiver parce qu'en fait les clientes fortunées partent au Brésil et aux Maldives pendant que nous on est dans le foie parisien.
Ça paraît complètement deux mondes complètement distincts. Sauf qu'en fait, ce qui se passe chez Chanel, la maroquinerie que tout le monde souhaite avoir aujourd'hui, où les sacs sont montés entre 10 à 12 ou 14 000 euros des fois, en fait, ça dénivelle. C'est-à-dire que Chanel le créait ou le réintroduit en tant que tendance. Les autres maisons du groupe, par exemple, enfin les autres marques, par exemple du groupe SMCP, etc. Donc toutes ces marques qui sont plus accessibles entre guillemets pour le commun des mortels, les recopient. Et en fait, ça vient jusqu'à tout le monde. Jusqu'à tout le monde. Donc, en fait, la fast fashion découle directement de la high fashion. Enfin, je ne sais pas complètement, exactement. C'est pour ça que on diabolisait la fast fashion. Sauf qu'en fait, quand on regarde le rythme de production des grandes maisons, il est pas si loin que celui de la fast fashion. Donc tu veux dire qu'une personne très riche qui par exemple effectivement passe son hiver aux Maldives, à Bali, enfin tout ce que tu citais, et qui consommerait effectivement les marques de haute couture, va les consommer avec la même frénésie qu'une personne de classe plus populaire qui va consommer de la fast fashion, et que donc l'impact est tout autant important. Je pense, oui. Parce qu'en plus, il y a ce truc dans le milieu du luxe et du high fashion, comme on l'appelle, qui est encore différent de la haute couture et de la couture. Mais en fait, il y a aussi cette idée de rareté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons commencent un petit peu à avoir une politique un petit peu à la Hermès. C'est-à-dire qu'ils veulent rarifier leurs produits. Donc, il y a un petit peu des quotas. C'est-à-dire que ton sac, oui, il est disponible en boutique, mais en fait, on va pas te le proposer. Et pas que chez Hermès, ailleurs. On veut maintenant rarifier les produits et rendre le luxe encore plus luxe. Donc finalement, tu vas aller en boutique au mois de janvier quand la collection est sortie. Donc celle de juin-juillet d'avant, parce qu'il y a toujours les 6 mois de décalage. Nous, en gros, on est déjà au courant de ce qui se passe pour l'hiver 2026. On sait déjà comment les gens vont s'habiller entre 2026 et 2027. Et en fait, il y a cette chose de... Tu peux aller en boutique toutes les semaines si tu veux. Parce qu'en fait, tu n'auras pas les mêmes produits. Parce que tout est codifié, il y a un quota qui est énorme. Donc en fait, quand tu as de l'argent, tu peux consommer de la même façon que dans la fast fashion. Et quand je dis fast fashion, je différencie moi l'ultra fast fashion. Ok. Ultra fast fashion, Shein, Boo, Temu, AliExpress, tous ces trucs qui sont des poubelles de pollution et des horreurs écologiques. Et même en termes de matière, en fait, ça fait des maladies de peau. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui ressortent avec du psoriasis, des eczémas, des boutons, parce qu'en fait, tout est javélisé. Les matériaux et les traitements des matières sont pas régis par des lois européennes, en fait. Donc, c'est hyper toxique pour la peau. C'est-à-dire que moi, je me rappelle sur TikTok, j'avais vu une fille une fois qui avait acheté une robe Shein. Bon, déjà, la robe, au bout du mariage, elle s'est complètement délavée. Et en fait, la fille, elle a été brûlée. Parce qu'en fait, il y a tellement de javel, de produits, de teinture, etc. pour fixer tout ça. En fait, ça a déteint sur sa peau et ça l'a brûlé, quoi. Ah oui. Donc, je différencie vraiment le côté ultra fast fashion et ce qu'on appelle la fast fashion. Donc, Zara, H&M, Massimo Dutti, tout le groupe Inditex, etc. Que finalement, on consomme un peu tous aujourd'hui, on va pas se mentir. Attends, faut que je m'arrête parce que c'était quoi la question ? La question était, est-ce que les personnes qui ont vraiment les moyens de consommer justement du luxe ont la même conduite frénétique finalement que les gens des classes moyennes et populaires qui consomment de la fast fashion et qu'on taxe toujours d'être des grands pollueurs? Mais je pense que tu as très bien fait le tour de la question. Je pense que j'ai déjà répondu. Et justement, dans les personnes qui ont les moyens de se payer de la haute couture et qui ont accès surtout à ces collections un peu niches parce qu'on a envie qu'elles soient... Enfin, les marques ont envie que ces personnes-là portent leurs vêtements. Dans les stars, on va parler des stars un petit peu. Qui est la star qui, pour toi, sans forcément que ce soit celle dont toi tu préfères le style, mais en tout cas, la star qui représente le mieux les tendances actuelles? Qui représente le mieux les tendances actuelles? Moi, je pense à Doua instinctivement parce que pour moi, c'est la hit girl actuellement, mais c'est plus le lifestyle et le côté même déconnexion et machin. C'est ça, c'est qu'elle incarne. C'est la messy girl par excellence. C'est ça. Elle incarne tout ce que la mode fait de mieux aujourd'hui. C'est-à-dire porter du luxe sans que ça se voit, sans un logo, oser les motifs et les couleurs parce que personne ne le fait aujourd'hui, parce qu'en fait il y a un peu des crises en ce moment qui font qu'on porte beaucoup de noir, beaucoup de gris, même en été, et voilà, on ose un peu moins les couleurs et on est un peu moins audacieux. Moi, des gens dont j'aime beaucoup le style actuellement, Brian Boy,
Ok. influenceur qui était, mais l'un des premiers influenceurs était sur MySpace. MySpace que je n'ai même pas connu moi déjà, donc c'est pour vous dire. On rappelle que tu es né en 1999. 99, voilà, j'ai évité le cap des années 2000. Non, Brian Boy, moi j'adore parce que s'il incarne aussi toute la maison Chanel, la maison Hermès, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas d'idolâtrie, mais il représente un petit peu un exemple de réussite de vie, de style, etc. Après, moi, j'adore aussi le style de Marc Jacobs, si je dois citer que des mecs. J'adore Marc Jacobs parce qu'en fait, il a le gros Birkin. Et en fait, même si c'était pas un Birkin, juste, il a un gros sac à main, il met une veste un peu courte en tweed, boum, un gros jeans, une grosse paire de baskets. Il y a cet effet un peu de nonchalance que j'adore. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au fil du temps que par exemple, moi avant, je contrôlais beaucoup mon image, les matières, les marques que je portais. Par exemple, le fait de dire ah, j'adore ta veste. Oui, c'est une Courrèges, merci. Boring. Ouais. Mais boring. Aujourd'hui, je le fais plus parce qu'en fait, c'est pas que j'ai plus rien à me prouver, mais au fil du temps, voilà, on mûrit, voilà, et on désacralise aussi un peu l'objet et le fait que quand on l'a dans le dressing, en fait, ça change rien à notre vie, ça change rien Complètement. à nos bonheurs ou à nos malheurs, ça change rien du tout. Donc, ouais, moi j'aime bien un peu toutes ces personnes qui portent des très belles pièces, mais de façon un peu nonchalante. Mais justement, on voit un retour de la nonchalance. On Mm. a eu l'ère sur les réseaux sociaux de la clean girl pendant des Ouais, années. avec Hailey Maintenant, Bieber et tout ça. voilà, tout le monde soudain se veut messy girl. Est-ce que les gens sont vraiment messy dans l'esthétique justement que les modeuses proposent, etc. Mm. Ou est-ce que c'est juste une nouvelle incarnation très calibrée d'une tendance? Pour moi, c'est une nouvelle incarnation. C'est-à-dire que Messi, c'est pas parce qu'en fait t'as un sac City Balenciaga un peu vintage que t'as piqué à ta mère et deux trois fringues chinées sur Vinted que t'es Messi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Messi, tu vois? Messi, c'était la Kate Moss quoi que tu voyais dans les festivals sans en faire la promotion, mais complètement HS, si vous voyez ce que je veux dire, sans dire le mot, avec des bottes de pluie Mais Kate Moss, Glastonbury avec Pete Doherty, et Prime, voilà, quoi. c'était ça en fait la Sous Messi Coke et Girl. compagnie, quoi. Voilà, la Messi Girl aujourd'hui, c'est Charlie XCX. C'est limite Alex Consani quoi, qui Qui porte. lèche le sol, mais à un endroit choisi où il y a une petite croix, quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, Alex Consani, pour moi, elle incarne vachement bien la Messi Girl. Et pourtant, la fille, elle est avec des mules, Louboutin, le talon, il est complètement arraché parce qu'en fait, elle les porte tout le temps, alors que la fille, elle est vue comme une top modèle de notre génération, avec une pauvre nuisette en soie, on dirait qu'elle sort de son lit, le mascara qui est encore de la veille. Et putain, elle incarne tellement l'élégance, quoi. Donc ça, c'est Messi. Mais pour moi, elle est Messi. Elle crie, elle en impose. Enfin, elle a une personnalité en fait qui est vue comme Messi parce qu'elle est pas silencieuse, parce qu'elle assume, elle a confiance en elle. Et bon, il y a aussi elle aussi les messages politiques derrière et le fait que ce soit une femme qui est transitionnée, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Elle incarne énormément de choses et c'est un gros modèle pour toutes nos générations en soi. Donc ouais, pour moi, c'est toutes ces filles-là, les Messi. C'est pas le mec qui a chiné la veste Napoléon Jacket parce qu'en fait elle est trendy depuis 2 mois parce qu'en fait on l'a vu partout sur Hailey Bieber avec un gros cargo et une paire d'Adidas que t'es Messi. On va parler justement parce que là, tu viens de parler de comment même la société peut influencer les tendances. Avec l'ère du féminisme, qui on l'espère n'est pas terminée, parce que actuellement on voit une grosse vague de backlash qui déferle sur justement tous les mouvements qu'il y a pu avoir féministes, les mouvements queer, enfin tout ça. On a un type d'homme qui a émergé, c'est l'homme un peu plus, l'homme hétéro un peu plus sensible, un peu plus truc et tout, machin. Et là, les hit boys actuels qui sont avec les sœurs Jenner d'ailleurs, les Jacob Elordi, les Timothée Chalamet, qu'est-ce que t'en penses toi au niveau stylistique? Qui est ton préféré? Enfin voilà, on veut tout. Si vraiment je devais choisir, je dirais Jacob Elordi parce que en termes de look, pour des raisons évidentes. Voilà, déjà, bon pour sa beauté, voilà, s'il passe par là, voilà. Mais en fait, il incarne ce que la mode attend de l'homme aujourd'hui. C'est-à-dire la sensibilité, c'est-à-dire porter le sac à main, c'est-à-dire raccourcir un peu le short, c'est-à-dire sortir du sport, donc quand même pratiquer des activités dites masculines, dites viriles, donc faire attention à son torse pour le summer body, pour tout ça, le poil, tout ça.
Mais en fait, il le fait tellement de façon clean. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est tous les articles qu'on nous sort depuis 1 an sur les plus gros magazines qu'on consomme tous, en mode ouais, Jacob Elordi, nouvelle égérie qui porte le sac à main. Putain, en fait, on n'a pas attendu Jacob Elordi pour que les mecs, et je dirais même que les gays portent le sac à main, quoi. Tu vois, que ce soit le tote bag, que ce soit le gros cabas en cuir, que ce soit le petit sac Paco Rabanne, que ce soit le gros Chanel. En fait, la communauté gay, sans donner tous les mérites à la communauté gay, en fait, ça fait genre littéralement 4-5 ans qu'on les voit, les looks de Jacob Elordi. Sauf que vu que c'est vu sur un mec hétéro qui fait 1m90, qui est égérie Chanel Parfum, qui sort avec Kendall Jenner maintenant, qui est égérie de plein de maisons, qui est à la fois chic, à la fois sensible dans ses films, par exemple Hurlevent, tout ça avec Margot Robbie, etc. Il représente exactement ce qu'on attend de l'homme aujourd'hui, de l'homme hétéro. Et pourquoi pas? Mais je pense que les mérites sont faits à d'autres communautés avant qui ont fait tout le travail et qui ont un peu déblayé le chemin, quoi. Comme par exemple nous, la communauté homosexuelle, on doit quand même donner des gros mérites à la communauté lesbienne qui s'est battue pour nous, pour qu'on puisse avoir des droits aux États-Unis il y a bien longtemps, quoi, avant même que nos parents soient nés. Et les femmes trans avec les marches Bien sûr, Atkinson, etc. mais bien sûr. Donc moi je trouve que c'est très bien parce que à la fois il donne un exemple et il ouvre un petit peu la voie. Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de mecs. Avant, voilà, c'était un peu la banane Patagonia, un peu plus sportive. Bon, bah voilà, maintenant, c'est la banane un peu plus en cuir, un peu plus cool, le petit polo un peu plus crop. Voilà, les lignes sont en train d'être un petit peu bougées. Et en fait, du coup, merci. Heureusement qu'il est là. Donc, Jacob Elordi, hit boy du moment quand Oui. même. Clairement, oui. Plus que les Timothée Chalamet, Oui. les Harry Styles aussi, qui avaient beaucoup été Styles, accusés moi, j'adore. mais il avait presque été accusé de queerbaiting, c'est-à-dire de s'approprier un peu Exactement. des codes sans vraiment l'être. Bon, on C'est n'a ça. jamais su, après, on peut pas présumer de l'orientation sexuelle de quelqu'un. Bah, il est quand même censé Évidemment. être avec Zoé Kravitz. Donc, peut-être bisexualité, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que lui aussi, en adoptant par exemple la tendance des shorts de sport hyper courts, un peu genre Gym Boy, avec le petit débardeur un peu serré, les gros tatouages, les chaussures qu'on appelle nous les sneakerina. Donc en fait c'est un mélange entre la sneakers et la ballerina. Donc c'est souvent des petits sneakers un peu à la Miu Miu, hyper fines, un peu en satin, avec des petits lacets un peu décorés, tout ça. Lui aussi, ça fait des années qu'il fait ça. Et tant mieux, il a ouvert la voie sur plein d'autres choses. T'as regardé un petit peu en arrière là tout à l'heure en citant justement les luttes héritées d'avant, etc. Pour toi, la plus grande icône de mode de tous les temps, tu peux même remonter loin. Qui est-ce? Bah en fait, oui, on pourrait dire un Lagerfeld, ça c'est sûr à 100%. Enfin voilà. En même temps, on pourrait dire une Lady Diana parce que si on tout à l'heure, on en parlait, le vêtement est bavard. Elle a fait parler les surcoutures, les vêtements, tout ce que tu veux, les bijoux, tout ce que tu veux. Elle a inventé la revenge dress. Voilà, elle a inventé tellement et voilà. Ça aurait pu être aussi Gianni Versace si malheureusement il n'avait pas été tué par un mec complètement malade. Il y a tellement d'icônes de mode, ça aurait pu être à la fois Kate Moss, ça aurait pu être les sœurs Olsen, ça aurait pu être Martin Margiela pour tout ce qu'il a pu inventer dans le vestiaire en simplicité, dans les nouvelles lignes. Ça peut être aussi Phoebe Philo qui, chez Céline, a codifié mais toute une ère. C'est-à-dire le plus grand créateur de tous les temps d'ailleurs, ce serait qui du coup? Bah, je pense que ce serait Lagerfeld. Parce qu'en fait, en même temps, il a réussi à faire Fendi, sa marque, donc Lagerfeld, Karl Lagerfeld, plus Chanel, remonter Chanel en 83, si je ne me trompe pas. Chanel, avant, c'était poussiéreux, quoi. C'est vieillissant, ouais. C'était terrible. Lui, il est arrivé, boum, en 3 collections, ça y est, c'était reparti, quoi. Donc, il a su faire remonter des maisons qui aujourd'hui sont même pas des paquebots, c'est des icebergs. C'est-à-dire qu'il faut pas trop s'y frotter, quoi. Et justement, tu parles de cette période de remontada d'une maison mythique comme Chanel. Tu parles aussi d'actuellement, il y a peut-être une plus grosse frilosité à l'excentricité. On a souvent des revivals. Du jour au lendemain, c'est la mode des 90s, c'est la mode des 70s, c'est la mode même maintenant des années 2010, ce qui montre qu'on regarde vraiment plus très loin en arrière. Ouais. Pour toi, c'est quoi la décennie mode? Pour moi, la décennie mode... Celle où vraiment les gens ont été audacieux, où il y a eu du goût, où il y a eu peut-être même une émancipation par la mode pour les gens. Bah, en fait, peut-être les années 70-80,
je dirais même jusqu'à 90, parce qu'en fait, dans le côté 90, moi j'adore les costumes Armani. Dans les Un années. côté bling en plus dans les années 90. C'est ça, mais oui. Et en même temps, j'adore le côté disco des années 60, 70, 80 avec les Rob Rabanne, Grace Jones, Cher. Tous ces gens, mais qui étaient qui étaient fabuleux, quoi. Enfin, qui rayonnaient à travers la mode et en même temps, t'aurais pu les foutre nus et rayonner quand même, quoi. Tous ces gens-là. Donc, et en même temps, il y a eu une explosion d'innovation avec tous les Courrèges, tous les Paco Rabanne, tous ces gens-là, en fait. Donc, ouais, je pense qu'à partir des années 70 jusqu'à 90, c'est aujourd'hui ce qui... Enfin, la mode s'inspire vraiment de toutes ces années-là aujourd'hui. Et on le voit, hein. La mode aujourd'hui n'est plus faite de tendances. Quand un magazine nous sort les tendances pour l'hiver 2026, alors le manteau marron chocolat, la marinière, le burgundy. Sans merde. En fait, c'est plus des tendances, les gars, quoi. Ça fait 15 ans, les gens s'habillent comme ça. Oui, c'est des basiques, Voilà. et puis c'est fini, quoi. C'est juste des trucs qui sont des indispensables de notre dressing, et voilà. Par contre, on est pollué, dans un bon sens comme dans un mauvais sens, de micro-tendances. C'est-à-dire, ça va être la petite ballerine à l'aya que tout le monde après a racheté. Ça va être le jort, donc le bermuda un peu en jeans qu'on va tous porter en été. C'est le fait de porter un maillot de foot au quotidien avec un pantalon à pince. C'est le fait de porter la Napoléon jacket. C'est le fait de porter les comment on appelle ça? Les blouses. Ouais, les épaulettes aussi. En fait, c'est que des micro-tendances, quoi. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, la mode, c'est un vrai terrain de jeu. Parce qu'en fait, pour moi, tu peux pas ne pas être à la mode. Même si tu ne veux pas être à la mode, comme je disais avant, non, je suis distant de la mode, non, moi, la mode, ça m'intéresse pas. Mais en fait, t'es le résultat même de ce que la mode veut de toi. Dans Le Diable s'habille en Prada, tu vois, on en ressort parce que le 2, il est sorti avec ce fameux pull cérulean. En fait, Andrea, elle pense que elle n'est pas du tout le résultat et le produit final de la mode parce qu'elle a payé un pull à 15 livres. Donc Andrea, c'est la stagiaire ouais. de Miranda Presley, donc de cette rédactrice en chef, qui est en train de parler. À ce moment-là, c'est Nigel ou non, c'est Miranda qui lui fait la leçon. C'est ça. Où elle lui dit, c'est juste un pull, c'est la même couleur. Elle lui montre 2 nuances de bleu d'indigo. Exactement. Et de là, ceinture, Miranda lui tout explique ça, quelque chose et lui dit. Et en fait, elle lui fait comprendre que même si ça ne t'intéresse pas la mode, tu finis par en être victime. Pas victime malheureuse, mais le fait qu'on doive tous s'habiller, le premier geste qu'on fait le matin après avoir bu son café. Pour sortir en tout cas. Oui. Voilà, et potentiellement, le café, le make-up, le truc, c'est de s'habiller, quoi. Il faut pas l'oublier. Alors d'ailleurs, rien n'est anodin. Genre vraiment, rien n'est anodin. Ça, il y a vraiment 2 écoles par rapport à ça. Est-ce que toi, tu es de l'école qui peut sortir, chercher son pain, boire un café, etc. en jogging, ou avec vraiment ton truc wardrobe comme moi avec mon jogging Adidas marron que vous me voyez dégainer dès que je sors d'événements ou de Cannes et que j'en ai marre de me saper, ou est-ce qu'au contraire, toi, t'es plus de la team non, il faut être tiré à 4 épingles tout le temps, c'est un respect pour soi-même, c'est un respect pour les autres. Je suis de la 2e école. C'est vrai. En fait, ce qui est terrible, mais ça, tu le vois et tout. En fait, des fois, je change 3-4 fois de look par jour. Mais c'est hyper grave. C'est-à-dire que j'ai une exigence, pas une exigence que je m'impose, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas un poids. Mais en fait, rien que le fait, par exemple, d'aller faire mes courses au Monoprix en bas de chez moi, en fait, j'ai pas envie d'être un truc hyper loose, hyper comme ça. Non, j'aime bien avoir ma petite veste de blazer. Alors oui, je peux mettre le gros jogging parce que ça y est, j'ai enfin cédé au jogging. Je n'ai jamais eu de jogging en 27 ans de ma vie, hein, quand même. Même pour courir, je cours pas en jogging. J'ai des shorts et tout. Et ouais, pour moi, c'est un respect envers moi-même, c'est un respect envers l'autre, que ce soit tu croises le caissier, que tu croises un ami au magasin, que je sais pas, enfin... C'est une façon de se présenter et d'être bien dans ses fringues. Mais c'est même pas juste une question de je pourrais croiser quelqu'un que je connais à Paris. Non. Tu serais même au fin fond de Dijon, tu t'habillerais quand même. Oui, quand je retournais chez mes parents à côté de La Rochelle, c'était pareil. J'étais en veste blazer, les gens avaient l'impression que j'allais à un mariage. Non, je vais au Leclerc, quoi. Enfin, je cherchais le drive, quoi. Enfin, je sortais même pas de la voiture, donc c'est pour vous dire. Justement, pour sortir au drive, on le sait, on en parle souvent, on vient tous dans notre team pas de Paris. On parle souvent du fait que quand tu rentres chez toi, que t'as tous tes talons, tes machins, tes robes,
ça fait un peu overdressed. Et en même temps, toi comme moi, on voit les gens autour de nous être parfois, enfin souvent snob avec les gens qui viennent du même endroit que nous. Est-ce qu'on peut être mode à la campagne ? Honnêtement, oui. Oui. Maintenant, on a accès à la mode partout. Enfin, via les réseaux sociaux, via Vinted, via les médias digitaux qui se développent de plus en plus et tous les critiques mode et les fashion commentators. La mode aujourd'hui, je pense, n'est plus et surtout ne doit plus être vue comme réservée à une élite et à un groupe hyper serré, hyper codifié. Non, aujourd'hui, on va dans la friperie en bas de chez nous, on fait une recherche sur Vinted, on peut avoir la pièce méga in, même si le Zara, il est à 1h30 de route. Bon, un coup de Vinted, on se fait livrer et voilà. Pour moi, la mode est vraiment hyper accessible. Alors, est-ce que, c'est toujours la même chose aussi que je me pose un peu la question, est-ce que c'est parce que moi aussi, vu que je fais partie de ce cercle-là, de ce que les gens peuvent penser comme élite, donc forcément, pour moi, la mode est hyper accessible, hyper simple à être codifiée, à être comprise, et ensuite à être appliquée et remodifiée et adaptée pour moi ou pour mes clientes aussi, ou est-ce qu'en fait la mode n'est pas du tout accessible ? C'est dur à savoir. De toute façon, quand on baigne dans les milieux, c'est compliqué. Et puis il y a le microcosme parisien aussi qui joue énormément. Qui joue mais tellement. Enfin, on est hyper privilégié à Paris. On a accès aux ventes presse des maisons, aux ventes privées des marques. On a accès à des pièces qui valent des loyers, quoi. Oui, puis payer 10%. Donc en fait, on a accès hyper facilement, entre guillemets, à cette mode. Oui, puis il y a un truc aussi, c'est que on se dit souvent quand on a un style de vie plus normal, oh mon Dieu, les gens connus, les gens sur les réseaux sont super bien habillés, ils sont super beaux, etc. Mais enfin, c'est un sujet de conversation de toute façon qu'on a souvent. Mais quand t'as le coiffeur gratuit, quand t'as les soins de peau gratuits, quand t'as des vêtements qui te sont envoyés par les marques ou prêtés par les marques, et que tu peux toujours être tiré à 4 épingles, parce que en fait, tu vas toujours avoir quelqu'un qui veut te maquiller gratuitement, qui veut te coiffer gratuitement et qui veut t'habiller gratuitement, bah forcément c'est plus simple d'avoir l'air sapé et d'avoir aussi le teint non brouillé des gens qui ont moins de problèmes. Exactement. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, de nouveau à Paris, on a cette chance en fait d'être entouré. On peut avoir une équipe hyper facilement. Moi, je peux par exemple, quand on a un anniversaire à thème entre copines, en fait, je demande à une marque, est-ce que vous avez pas ça ou est-ce que vous pouvez pas me faire une commande ? Oui, let's go, Mathias. On s'entend hyper bien, on est copines avec les relations presse, etc. Ouais, donc forcément, j'ai une belle pièce comme ça. Ça va très vite. C'est un cheat code un peu. Mais bien sûr. Et justement, j'allais te demander, peut-on être pauvre et à la mode ? Alors, je sais pas si plus jeune tu étais pauvre, mais en tout cas tu n'avais pas ces accès justement à Paris, etc. Peut-être qu'autour de toi tu avais des gens qui n'avaient vraiment pas d'argent. Est-ce qu'il est quand même possible d'avoir du style et de bien s'habiller, même d'ailleurs dans nos amis, des gens qui galèrent un peu plus, qui vont être au chômage comme ça a été mon cas toute l'année, ou même avec rien du tout, des indépendants qui font pas rentrer d'argent. Est-ce qu'on peut quand même être stylé dans ces conditions ? En fait, déjà, pour moi, il y a une différence entre être à la mode et être stylé. Tu vois, être à la mode, ça relève des tendances, ça relève de l'actualité, du présent, et le fait d'être déjà en avance sur ce qui arrive. Tout à fait. Pour moi, être stylé, à l'inverse, t'as une ADN vestimentaire, t'as une sorte d'uniforme, t'as des codes que tu appliques au quotidien, sans même te poser une question, parce qu'en fait, tu as déjà la réponse, tu vois. Donc, être à la mode, c'est peut-être plus compliqué quand tu as moins de moyens financiers, mais en même temps, je trouve ça tellement plus intéressant d'être stylé qu'être à la mode. Bien sûr. Tu vois, que en fait, pour moi, tu peux être stylé avec un look à 10 balles, quoi. Mais alors, ça anticipe une de mes questions. Être à la mode avec 10 euros, par contre, là, c'est différent, tu vois. Et ça anticipe une de mes questions parce que je sais plus avec qui je débattais de ça, mais la personne me disait oui, quand si c'était quelqu'un qui racontait qu'elle avait crushé sur un type, mais ils étaient en voyage, donc en fait ils étaient toujours en maillot de bain, et elle appréhendait un peu le moment de le revoir rentrer en France, parce qu'elle disait oh putain, je sais pas comment il s'habille, je sais pas s'il est stylé, je sais pas si on est pareil, mais je disais mais c'est chelou parce que pour moi, après je viens d'une station balnéaire, on passe beaucoup de temps à la plage, etc., mais pour moi tu vois
je sais pas comment expliquer, mais tu vois si une personne est stylée, même à la plage, Bien sûr. tu vois son maillot de bain, tu vois si, je sais pas, ses tatouages, son type de tatouage, tu vois ses bijoux, tu vois sa serviette, même son choix de tote bag, il est révélateur. T'es d'accord avec moi sur bien ça? sûr. La plage, même si c'est l'endroit où on est censé être Le plus à égalité. le plus nu et le plus à égalité sur Terre, mais même là-bas, enfin, c'est pas pour rien aussi que toutes les maisons aujourd'hui elles font des paniers de plage logotypés. C'est pas pour rien qu'il y a le revival de certaines maisons comme Pucci par exemple qui font des maillots de bain à motifs. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait la plage, c'est encore une fois un endroit qui est codifié. C'est aussi pas pour rien qu'il y a des plages privées et des plages qui sont publiques. C'est vrai. Mais ça, c'est plus sur la Méditerranée. Par chez nous, Atlantique, Par chez nous, ça va. Ça se fait pas trop. Mais quand même, en fait, à la plage, bah ouais, tu choisis ton maillot de bain 3 mois à l'avance et t'en prends 10. C'est vrai. Ta serviette, soit tu prends une Ralph Lauren ou alors t'en as chopé une Jean-Paul Gaultier à la vente privée. Tes lunettes de soleil. Oui, si t'as des Prada ou si t'as des lunettes pour tous. Tout, mais tout est comme ça. Oui, D'où le vrai. fait aussi qu'il y a parfois plein de copines quand elles vont à Marrakech, et ben en fait elles s'achètent toutes les fausses lunettes au souk. Mais c'est pas parce qu'en fait la monture elle plaît, c'est parce qu'en fait il y a le logo, c'est parce que c'est pour la plage, c'est pour nos voyages presse quand on part l'été avec les marques, etc. La plage, j'ai l'impression que c'est limite encore plus codifié que la rue. Parce qu'en fait, il y a un peu ce statut un peu stagnant. Tu vois, tu bouges pas, t'es sur ta serviette ou tu vas un peu dans l'eau, machin. Tout le monde se regarde, tout le monde se mate, pas dans le mauvais sens du terme, mais il y a un truc d'observation. En plus, t'es protégé, t'as tes lunettes de soleil, t'as ton truc. Bien sûr. Il y a un truc un peu de voyeurisme de mode. Pas de voyeurisme de corps, mais de mode. Donc en fait, tu le vois hyper vite. Si quelqu'un est blindé sur une plage, tu le vois mais direct, les bijoux. Ceux qui n'enlèvent pas leurs bijoux, pourquoi? Parce qu'en fait, le bijou, il est en or ou il est en argent ou il y a des diamants. Bien Donc sûr. en fait, on va pas avoir la peau qui verdit en dessous. Comment ça se passe d'ailleurs, ces voyages presse dont tu parlais? C'est quoi en fait? Eh ben écoute, c'est une expérience folle. C'est-à-dire que, en gros, un voyage presse, c'est une marque qui nous propose un voyage pour en fait découvrir que ce soit la nouvelle collection, des activités que la marque elle propose, des nouvelles égéries. En gros, c'est rentrer. Un univers en fait. Exactement. C'est rentrer dans l'ADN et l'univers propre de la marque. Et on va dire qu'en échange, certains magazines, comme le mien parfois, donc moi plutôt un média, on deal des contenus / des articles en échange de ce petit voyage presse. Donc, en fait, tu vas partir plusieurs jours avec d'autres personnes, d'autres journalistes ou d'autres personnalités à un endroit donné. Donc, tu quittes Paris, tu bouges dans des conditions plutôt chouettes. Tu auras des activités, etc. On va pas se mentir. Et en échange, tu dois justement relater cet ADN de la marque sur tes réseaux sociaux. Bah, c'est pas forcément une obligation, mais je trouve que ça devrait être un peu une normalité. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'en ai fait quand même plusieurs. Je suis parti à Amsterdam, je suis parti à Marseille, j'étais en Italie, j'étais à Rome. J'en ai fait plusieurs des voyages presse et je suis à chaque fois honoré et je me dis que j'ai une chance énorme de voyager comme ça gratuitement, de vivre dans des hôtels pendant 3-4 jours, des hôtels où j'aurais jamais cru à mon jeune âge pouvoir accéder, manger gratuitement, se balader comme ça en taxi sans avoir rien à faire. Enfin, on redevient un peu des bébés. Oui, bah oui. Et on a des nounous, qui sont les relations presse, qui s'occupent de tout. Et là, par exemple, j'en ai un au mois de juin, avec Zalando, que j'adore. J'en ai déjà fait un à Marseille avec eux. Ben, en fait, ouais, on va à Biarritz, on a un cours de surf, on a une masterclass sur la skincare, parce qu'en fait, Zalando propose aussi des produits de beauté, des sérums, etc. Ils ont plein de marques, c'est un multimarque de mode. Parce qu'il y a Iris dans le coup. Of course, il y a Iris. Bah oui, la skincare, c'est elle qui nous fait la skincare. Forcément. Évidemment. Donc, j'en suis ravi parce que c'est une très bonne école. Et Iris, qui d'ailleurs a monté sa plateforme / boîte un peu de masterclass qui s'appelle Curades, Curadc, si je le prononce bien. Sinon, Iris, tu le mettras en commentaire. Et en fait, on a des activités, voilà, pour en fait nous présenter ce que, par exemple, Zalando va proposer. Donc, on va avoir un run. Donc, on va être habillé par Zalando via les marques proposé sur Zalando. Le cours de surf, la même chose. La skincare, la même chose. Ouais, bien sûr. Tout, le lifestyle, la même chose. Des produits de beauté, tout. Et en fait, c'est pour nous montrer une sorte d'expérience client. Alors, ultra VIP, on va pas se mentir.
mais pour pouvoir après facilement en parler, nous, à notre communauté, à nos abonnés. Voilà. Par exemple, moi, j'ai déjà prévu de faire des contenus. Je sais pas, je vous emmène avec moi faire un cours de surf avec Zalando. Et je pense que, tu vois, je vais mettre les lunettes méta, je vais essayer de pas les perdre. Et tu vois, genre, j'aurai mon look, mon truc. Enfin, tu vois, faire des choses un peu fun pour présenter un peu la marque et lui apporter une nouvelle image aussi, quoi. Et alors justement, c'est intéressant de parler d'un Zalando, donc de ce type de marques qui n'en sont pas, parce qu'en fait, elles viennent agglomérer plein de marques. Exactement. Toi, s'il y avait une pièce que tu recommanderais aux gens d'acheter, qui est habituellement sous-cotée, une pièce que les gens ne pensent pas à avoir dans leur garde-robe, mais qui fait une véritable différence. Alors là, tu m'en poses une belle. Mais toi, ça pourrait être la veste de blazer, en vrai, parce qu'il y a plein de gens qui en ont Voilà. pas. Moi, j'ai pas une belle veste de blazer. En fait, Et regarde, je suis partie à Cannes sans veste. C'est ça. C'est que, tu vois, pour moi, la veste fait tellement partie de mon quotidien. C'est-à-dire que pour moi, la veste de blazer, c'est mon pyjama. Littéralement. C'est même pas mon indispensable. C'est le truc, c'est l'essentiel. Donc en fait, pour moi, c'est normal que tout le monde ait une veste blazer. Mais c'est drôle parce que tu vois, j'en parlais l'autre fois avec nos copains. En fait, genre nos potes, des fois hétéros, je disais, mais attends, mais t'as un mariage et tout, t'as ton costume, t'as ton truc. Bah non, j'ai pas de costume. Ah bah non, mais le mien. Comment c'est possible? Le mien que tu connais très bien et que oui. que t'aimerais parfois connaître encore mieux. Voilà, qu'on va partager. Et à chaque mariage, il vient se recomposer une tenue comme mais ça. Oui. Machin. Il est beau à la fin, mais c'est vrai qu'il a pas le costard, le machin. Enfin, il l'emprunte à Nadjak. Enfin, tu vois, c'est. Pour moi, c'est un choc. Ouais. Je te jure, pour moi, il y a un truc qui fait que le seul choc de mode que j'ai, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas une veste blazer dans son dressing. Mais alors justement, maintenant, on voit beaucoup un concept sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler. Moi, ça m'a questionné. J'en ai même parlé l'autre jour. C'est le concept de la capsule wardrobe. Parce que le problème que j'ai, comme j'imagine la majorité des gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, j'ai quelques basiques que j'ai depuis la nuit des temps qui me saoulent, donc en fait, que j'ai même plus envie de porter. Puis dans le même temps, des fois, je fais une excentricité, et c'est pas forcément des trucs chers, mais je vais acheter ou je vais choisir parmi des choses que m'offre une marque, une pièce complètement excentrique, mais qui en fait n'a rien à voir avec mon style habituel, en me disant je vais la porter, ça va me changer. Ce qui fait qu'en fait du coup, quand je dois m'habiller pour sortir un samedi soir ou pour un rendez-vous un mardi matin, je sais pas quoi me foutre. Et j'ai découvert le concept de la capsule wardrobe. J'aimerais bien que tu nous en dises plus. En fait, alors ma définition de la capsule wardrobe, c'est littéralement avoir. Donc c'est la garde-robe capsule en anglais. Exactement. En fait, c'est avoir des essentiels, des indispensables qui mixent avec tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que tes jupes pourraient limite être mixées avec ton manteau, alors qu'en fait, on est en plein hiver. C'est l'idée, par exemple, que ta chemise, elle peut être mixée avec ton short de sport. En fait, c'est des indispensables. C'est-à-dire que tu as 4 vestes de blazer, tu as une noire, une à rayures, une blanche, enfin une crème, on va dire écrue, et une un peu colorée, dont ce serait bien que ce soit la couleur qui taille le mieux au teint, donc un rouge, un vert ou un bleu électrique ou peu importe. Tu as 4 jeans, tu as 3 pantalons, tu as 3 paires de chaussures, tu as 5 tops, 5 chemises, 3 pulls, tout peut être mixé. C'est-à-dire que le matin, tu es en retard, tu dois être à 9h à ton bureau, il est 9h15, tu viens de te réveiller, en 3 minutes 30, tu peux partir. Parce qu'en fait, ton choix de vêtements te prend 1 seconde. Parce qu'en fait, tu fais ça, boum, t'as ton look. Et parce que là, tu me fais penser à notre ami Clément qui farfouille tous les matins à la recherche. Toujours, ma sœur Adid. À la recherche d'affaires. Voilà. Alors qu'il a quand même un dressing immense, mais juste, il a pas encore conscientisé ça. Exactement. Il l'a pas conscientisé et pourtant, ce qui est drôle, c'est qu'il s'habille comme s'il avait déjà sa capsule wardrobe. C'est-à-dire qu'il a toujours son jeans baggy, il a toujours le mocassin, il a toujours une veste de blazer, il a toujours le t-shirt un peu serré et le sac de designer et les cheveux gominés. Il a déjà une capsule wardrobe. Donc, c'est juste qu'en fait, il n'a pas conscientisé la chose. Donc là, à des personnes qui nous écoutent et qui ont déjà un dressing peut-être bien rempli d'affaires accumulées depuis des années, mais qui en fait mettent toujours les 3 mêmes, qu'est-ce que tu recommanderais pour trier ce dressing de façon efficace, comme si tu étais avec, et se construire cette capsule wardrobe sans avoir à tout racheter? Déjà, moi, je donne toujours... C'est pas une date de péremption, mais en fait, un vêtement que tu n'as pas porté depuis 1 an, c'est bon. Vinted, let's go. Si c'est luxe, Vestiaire Co. Tu vois, il te faut la belle chemise blanche,
le bon jeans qui te va bien, qui te fait des belles fesses si tu as envie d'avoir des belles fesses, qui tombe bien au niveau du mocassin. Évidemment, le mocassin, la botte, la bonne paire de baskets qui peut être même mise, donc cette paire de baskets, avec un costume. Le costume noir classique, ton pull noir, ton col roulé, tes trucs. En fait, des basiques un peu comme chez Uniqlo, en fait. Il faut que tu aies ces basiques impératifs. Et après, avec les accessoires, tu viens t'amuser. Ou avec une pièce à motif, ou une pièce un peu plus destroy, une coupe un peu plus large, une pièce un peu plus tendance. Mais en fait, un look n'est pas construit qu'à partir de pièces tendance. Sinon, t'es clownesque. Oui. Tu vois, on a tous Il peut y avoir le une pièce t-shirt blanc forte, avec et la voilà. pièce forte, Ouais. et après le jeans Ouais. qui est un peu décalé. Mais on a tous des ultra basiques sur notre look. Et les gens, je pense, vont aussi toujours influencer sur le telle couleur is the new black. Oui. Non, is the new black. Ouais. Et donc, tu te retrouves avec une garde-robe arc-en-ciel qui ne te va pas forcément parce que toutes les couleurs ne me vont pas. Moi, par exemple, j'ai essayé, mais tous les bleus marines, les bleus clairs, les machins. Alors, un bleu électrique très 70s, ça peut. Bleu marine, ça me va pas. J'en ai. Ça te ternit. Voilà, je les ai, voilà, mais j'en fous rien. Alors que là, par exemple, je l'ai découvert justement en partant en voyage avec plein de robes prêtées vertes. Le vert me va. Bah oui. Mais c'est Parce que compliqué t'es brune. Exactement. Parce que t'as un peu le teint olive. Et puis il y a Et puis t'as l'histoire des taches de rousseur. puis il y a l'histoire du Voilà. être automne chaud, hiver froid, Voilà. machin, voilà. On Voilà. essaie de me faire ma colorimétrie. J'ai la pote Julie à chaque fois qui m'explique et j'oublie toujours ce que je suis. Je crois que je suis hiver chaud. Bon, Ok. enfin, peu importe. Est-ce qu'il y a une couleur justement qui sera toujours tendance ou ça n'existe pas? Bah, qui sera toujours tendance, moi j'aurais dit le burgundy et le marron. Tu vois. Et ça va à tout le monde, ça. En fait, t'as les marrons chauds, t'as les marrons froids, t'as les bordeaux froids, t'as les bordeaux chauds. Comme dans toutes les teintes, tu vois. Moi, je sais par exemple que le marron froid ne me va pas forcément. Parce qu'en fait, les cheveux bouclés, plus les lèvres qui sont assez dessinées, plus, tu vois, Au la fusain. moustache brune, dessinée au fusain, voilà, comme on dit souvent. Tu vois, plus les yeux assez bruns, les lunettes noires, tu vois, Ouais, qui bien viennent sûr, un peu bien sûr. rendre le visage tout street, etc. Le marron, normalement, c'est ma couleur. Tu veux rire? J'ai pas une pièce marron à la maison. Sauf une veste en peau de vache, tu vois, machin. Sinon, j'ai rien de marron, presque. Alors que tu sais que ça te va. Alors qu'en fait, c'est ce qui me va le plus. Et le fashion faux pas que tu fais encore ou que tu as fait, ce serait quoi le pire fashion faux pas? Que ce soit une couleur justement que tu as essayé d'oser, mais c'était terrible, ou une coupe. Moi, je dirais que le fashion faux pas que je faisais, moi, j'essaie de plus le faire. Et t'es suffisamment jeune pour ne pas avoir vécu l'era de la fin des années 2000 où on était ado, on foutait la mèche. Moi, j'avais les cheveux bouclés quand j'étais ado. Ah non, la mèche, moi, je l'ai Et eu je avec la faisais- crête. Hein. Je faisais la mèche sur cheveux bouclés. Ah, intense. C'est terrible. Wavy et tout. Très Sublime. sublime pour la Hâte côte que ça revienne atlantique. à la mode. Ouais, ça va revenir. Non, moi, le fashion faux pas que j'ai fait, c'était justement d'en faire trop. Ouais. Et en fait, Accumulation de pièces fashion. mais ouais, d'être hyper déguisé, tu vois, d'avoir un jeans. On peut se dire, oui, c'est juste un jeans, mais en fait, c'est un jeans Mugler qui a que des coupes partout, donc ça te fait des rayures. Boum. Après, tu mets, tu vois, la veste vinyle Courrèges. Tu vois, t'as une autre matière. Boum. Tu mets une paire de tabis blanches avec de la peinture dessus. Boum. Le Oui, gros au mieux, sac un avec le message à la gros logo fois, quoi. Chanel. Boum. Tu vois, c'est trop, t'es cacophonie. Après, c'est too much. T'es clownesque, tu ressembles à la foire du trône, tu vois, c'est trop, non. Moi, je trouve que Faut temporaliser tout ça. le big fashion faux pas qu'il y a souvent dans nos milieux, c'est les gens qui vont arriver. J'en parlais avec Enzo Ritz, que tu as déjà de toute façon croisé, même à la dédicace du livre et tout. Enzo me parlait d'une, je sais pas si t'as vu passer cet extrait, je l'avais sorti, d'une personne qui est en soirée fashion, donc milieu de la mode, machin, qui lui, c'est pas son milieu, il est chroniqueur littéraire de base. Il arrive face à une personne qu'on lui présente plus ou moins, donc il se dit Enzo, enchanté, et la personne dit ok, et s'en va. Horrible. Et pour moi, L'horreur. le vrai fashion faux pas dans nos milieux, c'est ces gens qui vont penser que se montrer désagréable, toujours un peu morose, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller mal à des moments, attention, hein, mais que ça va leur accorder une street cred supplémentaire. Est-ce que pour toi, le fait d'être snob, ça rajoute du style, comme on a pu le penser dans les années 2000 justement, avec la resting beach face, tout ça? Bah en fait, c'est tellement revenu à la mode le fait d'être snob, comme le retour à la cigarette, comme tous ces trucs. Tout à En fait, fait. c'est un ensemble. Le retour de l'anorexie, c'est un ensemble en fait. Oui, c'est une austérité en fait. Exactement. Et en fait, par exemple, moi, quand je fais les Fashion Week, donc quand même tous les 2-3 mois, en fait, des fois, je croise des gens,
On est le mardi, donc la Fashion Week a commencé lundi, sachant que le lundi, elle commence souvent vers 15h parce que le matin, il n'y a rien, parce que le temps que les gens flight de Milan, il faut leur laisser la matinée de se repréparer pour après le lundi recommencer. C'est ce que tu vas me dire. Tu vas me parler des gens qui sont sous l'eau. Oui. On est mardi. Ma belle, t'as fait 2 défilés. Nous, on est déjà à notre 8e. Tu me dis que t'es fatiguée. En fait, Ils disent ça comment? Ils disent ah ouais là. je dis ça va ma belle? Ouais, ça va et toi? Oh, je suis un peu fatiguée. Ah bon déjà? Moi, au début, je disais ah ouais, t'es fatiguée. Maintenant, je dis ah t'es fatiguée? Je dis je comprends pas, t'es fatiguée de quoi là? Je dis non mais en fait, il faut aussi qu'on se rende compte que on est hyper privilégié, qu'on soit au 3e, au 2e ou au premier rang en fait, d'assister à ça, de voir la mode 6 mois avant tout le monde, d'accéder à des lieux où des fois t'as 200 places pour le monde entier. Non mais wake up, enfin moi je comprends pas cette gimmick de ah je suis fatigué, là, c'est fatigant. Là, je suis sous l'eau. Là, j'ai 4 rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Les rendez-vous, 2 points. Un café dans un hôtel de Ouais. luxe, un déj offert, Tu vois, un café au soleil et un café, un truc ça. à un event. Enfin, tu vois, et moi aussi, tous ces événements-là font partie de ma vie. Il y a des fois de la journée entière, je pars de l'appart, il est 9h, je rentre, il est 20h, et je me dis putain, je suis fatigué aujourd'hui. Oui, enfin, t'es fatigué de quoi, Mathias? mais après, il y a T'as vu beaucoup. des nouvelles collections. Oui. En fait, c'est de la batterie sociale, tu vois, Bien c'est sûr. la fatigue sociale. Mais en réalité, oui, comme tu dis, j'étais au Ritz faire un café, j'ai été Ouais. au Crayon voir une marque. Après, je suis passé dans un showroom presse pour voir la nouvelle collection. J'ai rebu un autre café, clope Oui. avec une copine pour parler Oh mon Dieu, d'un l'horreur quoi. prochain article. Tu vois, donc oui, on est fatigué là-dessus. Mais putain, on a une telle chance Moi, je trouve qu'on d'avoir peut pas se plaindre. accès à tout ça. Alors, moi, je dois quand même l'avouer, je commence à fatiguer au bout du 4e jour. Parce que Tu dors peu. tu dors peu, parce qu'en fait, moi, Tu le fais les truc, reviews, toi. c'est ça, c'est qu'en fait, T'es à moi, la fois styliste sur les shoots C'est en ça. même temps que les défilés. Tu dois aller voir les défilés Mais oui. et tu crées dessus. Donc ça, C'est c'est ça. aussi. Donc moi, tu vois, les premiers défilés sont autour de 9h. Bon, bah des fois, t'as un défilé qui est paumé dans le 15e. Moi, je suis dans le 11e vers République, etc. Bah en fait, ouais, j'ai 30 minutes de vélo. Donc ouais, bon, bah je me réveille, il est 7h30. Il faudrait habiter avec Boum. Pauline. Ça, Voilà, c'est ça. Faudrait arrêter avec les copines qui sont dans le 15e, dans l'autre rive. Et en fait, t'arrives, boum, tu t'assois. Bon, on croise toutes les copines, on fait des cafés, on fume des clopes, des machins, les trucs. Bisous, ça va ma belle depuis hier soir et tout. Sachant qu'on a déjà fait un after Mhm. chaud la veille. Mais bon, de nouveau, on peut pas s'en plaindre d'aller à la fête. Personne nous force, tu vois, de faire la fête. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Le show, il a 30 minutes de retard. Bon, bah moi, je commence déjà à faire mes mails, mes trucs de la veille que j'ai pas pu faire. Boum, je commence déjà à écrire mes vidéos du défilé, des fois de la veille au soir que j'ai loupé. Boum, le défilé commence, je filme. Des fois, je monte dans un taxi ou je monte dans les navettes, les fameuses que des fois vous croisez si vous êtes à Paris. Les navettes de la Fashion Week qui sont des minibus électriques qui transportent toutes les petites modeuses, J'adore. toutes les rédactrices, les journalistes des magazines, les influenceurs qui vont de défilé en défilé. Et là, voilà, genre, j'incarne mes contenus, je fais mes vidéos, boum, deuxième défilé. Allez, il y a une VIP qui arrive. Boum, il faut la filmer. On fait un post, clac, 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 clac. Et ça s'arrête pas. Mais on peut quand même pas dire qu'on est fatigué depuis le 2e jour. Oui, mais attention. Même mes copines de chez des gros magazines, de chez Vogue et tout, le 2e jour, elles sont pas fatiguées. Elles ont déjà fait les 3 autres Fashion Mais Week non, dans mais la ville, tu on vois. évolue aussi dans des milieux où la plupart des gens n'ont jamais bossé, ils n'ont jamais Oui. fait des tafs normaux, Oui, c'est ils vrai. n'ont jamais fait de la vente, ils n'ont jamais fait du service, ils Mm. n'ont jamais fait je sais pas, moi, du call center, du Mm. machin, ils n'ont jamais fait ça, Mm. du babysitting même. Mm. Et ils sont issus, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu à bosser, de parents qui n'ont non Mm. plus jamais vraiment bossé. Donc en fait, évidemment qu'ils n'ont pas la notion Bah oui. de ce que peut être un travail Mm. réellement fatigant et de la décence de se plaindre ou non. Mm. Après, si on se plaint entre nous de journées épuisantes Oui, à voilà. faire du social, enfin du social, des mondanités, Mm. c'est pas grave. Par contre, on va pas t'en plaindre auprès de personnes normales. Bah, c'est ça. Parce que là, par contre, c'est un peu plus chaud, Mm. justement. On parle du snobisme. Est-ce qu'il y a un comportement instantanément ringard? On peut lâcher les chiens, là. On est en fin de... Ouais. On est en fin d'interview. On est La en plupart des folie, gens là. ne sont plus là. On transpire dans la veste et tout. Voilà. Ce que je trouve hyper ringard, c'est le tirer la gueule alors que t'es au premier rang. Faire genre t'es pas content d'être là. Tu vois. Mhm. De rester sur ton téléphone, de même pas regarder le défilé. Putain, lève les yeux quoi. Lève les yeux, tu vois. Même si t'as tes lunettes de soleil, et ça je peux pas dire le contraire parce que moi j'ai tout le temps mes lunettes de soleil. J'ai les yeux assez sensibles, mais en fait je les ai tout le temps surtout. Tu vois, regarder la collection quoi. Je trouve ça hyper ringard ce truc de non, je suis au téléphone en mode ça m'intéresse pas. En mode j'en ai rien à faire de ce qui se passe de moi. Comme si tu sais, la mode, elle t'était due en fait.
Non, pas du tout, parce que le lundi t'es in, le mardi t'es out, tu vois, sauf les grandes rédactrices, sauf tous les grands journalistes et tout. Moi, je vois ça dans les concerts et festivals. Tu sais que je suis beaucoup plus milieu de la musique que milieu de la mode, même si, voilà, de temps en temps, je me laisse tenter. Dans les concerts, il y a des gens, je sais très bien, qui sont fans de l'artiste, etc., mais ils sont en mode. Mais oui, tu vois, quand on va dans les loges, qu'on a Et c'est vos fashion quand ils viennent à nos concerts qui font bien ça. Bien sûr. Mais oui, tu vois, quand on va dans des loges, tu vois, moi j'ai eu la chance d'être invité des fois par des marques, faire des concerts et tout. Putain, tu vois un influenceur ou une influenceuse comme ça qui passe son temps sur le téléphone, qui s'en fout, qui écoute même pas la musique. Putain, mais tu vois, on a une chance tellement énorme de vivre ça, de pas payer en plus. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils se saignent mais c'est fou. Pour se payer une place à 100 €, quoi. Et nous, on est invités en loge avec champagne, buffet, toilette. Tu veux, on fait ce qu'on veut. Si on veut sortir fumer une clope, on sort. Tu vois, on n'a aucune restriction. On a une chance qui est énorme. Mais en fait, c'est tellement à la mode d'être snob. Je te jure. Ce truc de je ressens pas d'émotion. Tu sais, je suis détaché, il y a rien qui m'intéresse, c'est ça, il y a une forme de considérer pour acquis ce statut social et que donc comme si ça donnait l'impression qu'il était d'autant plus naturel, quoi. Exactement. Ce truc de tirer la gueule, de pas faire la bise à des gens, des fois des potes en Fashion Week, alors qu'en fait c'est des potes que tu croises à chaque fashion show et des fois que tu croises ailleurs, tu vois. Des gens qui te snobent. Et moi je trouve ce comportement wannabe, c'est pas stylé. Mais bien sûr. Tu sais, avec. C'est hyper wannabe. Je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote dans un tunnel, mais avec mon mec, donc pareil, toujours, dont on ne doit pas citer le nom, mais je l'ai très souvent pris dans des événements avec moi, et ça lui est très souvent arrivé, mais comme c'est déjà arrivé à des amis à moi, etc., que je prenais qui ne sont pas de nos milieux, donc qui n'ont pas d'abonnés, etc., je les prends avec, et en fait, les gens avec qui je parle, comme ça les intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt direct pour eux, se mettent dos à la personne presque, ne disent pas bonjour, etc. À l'inverse, tu croises des big stars, elles vont être super affables, super sympas. Et je me rappelle, donc mon mec, après 2-3 soirées où des gens, mais qui sont des nobody, l'ont snobé, on va à la sortie du film de Clara Luciani, là, je crois que c'était il y a un an et demi, qui était Jolie Jolie, une comédie musicale. Puis Clara sort de la salle de ciné et tout, on se retrouve devant la boîte où il y avait l'after, paf, elle me croise, donc machin, on se dit bonjour, on papote 2 secondes, câlin, nanana, et elle dit mais c'est ton mec derrière et tout. Elle va le voir, elle lui sourit, elle rigole avec lui, elle s'intéresse à lui, etc. Et il me dit attends, mais c'est trop bizarre, il y a plein de gens qui à tes côtés m'ont déjà snobé, mais elle est trop sympa alors qu'elle est beaucoup plus connue. J'étais là, bah oui. Et parce qu'elle a rien à prouver. Exactement, parce que ceux qui snobent tentent d'accéder à un statut. Mais c'est tellement la honte. De monter la pyramide. Ouais. Mais ceux qui en fait ne snobent pas n'ont rien à snobber parce qu'en fait ils n'ont rien à prouver. Tout à fait. C'est-à-dire que ce soit leur carrière ou leur gentillesse ou leur humanité ou tout ça, en fait, prouve déjà tellement pour eux qu'ils n'ont pas besoin de ne pas faire la bise à quelqu'un ou d'être hyper snob sur un événement. Mais justement, ces personnes qui sont ultra snob dans le milieu de la mode, est-ce qu'elles prennent pas mal le fait que des personnes comme toi, donc qui à côté de ton travail de styliste à ton média, arrêtez tout, vous rendiez la mode accessible, que vous soyez là, vous décryptiez, donc maintenant tout le monde peut comprendre. Ah mais je pense que oui, on est assez mal vu, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, tu prends l'exemple de Lias, tu prends l'exemple de Dita, tu prends l'exemple de Mathieu Bobard, tu vois, mais bon, lui qui était OL avant, tu prends mon exemple. En fait, aujourd'hui, tu vois, on a pu entendre parfois qu'on prenait la place de quelqu'un parce qu'on est en front trop. En fait, on ne prend jamais la place de quelqu'un. Si on est là, c'est que cette place, elle nous est donnée, elle nous est offerte par une maison. Et peut-être qu'en fait, nos vidéos digitales, elles touchent peut-être beaucoup plus de monde. Donc par rapport à la maison ou la marque qui nous invite, on vaut peut-être plus le coup qu'un magazine qui raconte la même chose chaque saison. Tu vois ? Oui, puis tu vois, une Dita... Il y a une volonté de se réinventer. Bien sûr. De décrire la mode d'une façon différente, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus humaine. Et garder cette objectivité, mais en même temps d'avoir quand même une subjectivité, c'est-à-dire, bon bah ça, c'était pas ok. Ça, par contre, on a adoré. Et encore, moi, je différencie beaucoup un fashion commentator, donc qui va décrypter la mode via les tendances, via ce qu'il voit, etc. Et quelqu'un qui juste va donner son avis. En mode, ça j'aime pas. On en a vu plein, tu vois, au moment du Met Gala. Oui, elle était pas dans le thème, j'ai pas aimé son look. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre de nos avis, quoi.
Enfin, mon avis n'est pas plus important que celui de Mathieu, que celui de... Alors, il y en a qui ont plus de crédibilité, tu vois, comme Loïc Prigent, comme des gens qui sont installés depuis des années Ils sont là depuis très longtemps aussi. et qui ont fondé une façon de communiquer exemplaire, dont aujourd'hui on prend un peu tous exemples, etc. Mais en fait, nos avis sont tellement subjectifs. On s'en fout de notre avis. On s'en fout de savoir si j'ai aimé la dernière collection Alaya ou pas, tu vois. Par contre, pour ma communauté, ce qui est intéressant, c'est de réinterpréter ce que j'ai vu. Mais pour moi, vous faites vraiment vulgarisateur de la culture parce que toi, ça va être les cigarettes de Cannes, là, vraiment, les mondanités sur la plage, justement. Toi, ça va vraiment être l'idée justement de connecter la mode et une mode à l'instant T à toute une historicité de la mode. Une Dita, ça va être plus dans les médias, justement. Exactement. On voit, elle collabore beaucoup avec Quotidien, etc. Lias, ça va être de dire, en fait, on arrête avec ce truc qu'il y a que certaines personnes qui peuvent assister au défilé. Tout le monde va pouvoir en être. Un Mathieu, il va y avoir un côté encore plus cunt, pop culture, etc. Ouais. Voilà, tout le monde a un peu sa patte. Mais pour moi, et j'en parlais à Lias en le croisant il y a quelques jours, j'étais en train de parler au moment où je l'ai croisé avec Reggie le Gorilla, donc qui fait ça pour le ciné. Je disais, mais je suis contente parce qu'en fait, tous les deux, vous êtes des vulgarisateurs de la culture, mais d'un différent type de culture. Et vous, au final, là, tous les noms que je viens de citer, vous rendez accessible une culture qui jusque-là était extrêmement élitiste et qui était dont la lecture était seulement détenue par des magazines, mais savamment choisie. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la critique finalement sous-jacente qui est faite dans Le Diable s'habille en Prada 2 de cette culture de l'influence versus le journalisme? Est-ce qu'il y a une nette opposition entre les deux ou est-ce que finalement pour toi il y a une continuité? Alors, je dirais aucun des deux. C'est-à-dire que continuité, non. Parce qu'en fait, la presse papier, aujourd'hui, elle vit à travers les annonceurs, elle vit à travers l'argent des marques. Donc en fait, en termes d'objectivité, tu peux pas être à 100%. Donc ce qu'on voit dans Le Diable s'habille en Prada 2 avec les espèces de conflits d'intérêts entre Miranda à la tête de Runway qui est en perte de vitesse financière et Emily qui a pris la tête de Dior à New York, c'est des choses qui existent. Ah bah bien sûr. Ok, faut pas vexer les annonceurs dans la mode, etc. Ah mais complètement. Aujourd'hui, les magazines papier, s'ils sont encore là, c'est grâce aux annonceurs, c'est pas parce que le public il l'achète. Hein. Mais ça empêche une objectivité du coup, parce que si un magazine veut se montrer critique vis-à-vis de telle ou telle maison, que ce soit LVMH, que ce soit Kering, etc., c'est impossible. Je pense, alors moi tu vois, je n'ai jamais eu à le faire, j'ai déjà fait quelques éditos, etc. J'avais une rubrique avant dans le gala côté digital, etc. Je suis passé par Antidote, tu vois, par d'autres plateformes, presse, mode, etc. Mais en fait, tous les magazines, même les plus petits, ils vivent avec l'argent des annonceurs. Donc tu peux être objectif, c'est-à-dire quand tu fais tes sélections presse, donc les looks, tu choisis ce que t'aimes, évidemment. Bien sûr. Mais il y a des fois des choses où il faut vraiment placer une marque. Mais ça fait partie du jeu. Pour moi, je le vois pas comme une obligation, tu vois, Bien sûr. On le place, on le fait, tu vois. Non. Oui, ça fait partie Ça fait partie du rôle de quand t'es styliste, quand t'es assistant styliste. Parce que tu vois, je suis toujours assistant, j'assiste Stéphanie Brisset, copine et styliste. Une icône, voilà, une icône de la broche. Voilà, exactement. D'ailleurs, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux pour la culture de la mode et l'histoire de la mode, etc. Bah oui, on a des listes d'annonceurs, on a des trucs. Mais en fait, on place quand même, entre guillemets, ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et on arrive toujours à arranger la chose à notre sauce et que ça nous plaise et que ça raconte quand même l'histoire. Par exemple, quand j'assiste Stéphanie, que son histoire, elle soit racontée comme elle veut la raconter et pas comme les marques voudraient le raconter, tu vois. Et c'est intéressant d'ailleurs que tu parles de Stéphanie parce que c'est une femme dans le milieu de la mode, mais par ailleurs, alors moi de ce que j'en vois, mais je pense que tu vas quand même relativement confirmer ce que je dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien d'âme entre la mode et les hommes gays et entre les hommes gays et la mode. À quoi c'est dû? Pourquoi? Alors, je pense qu'il y a énormément de gays dans la mode parce qu'en fait, c'est un peu l'un des seuls milieux professionnels où notre sensibilité qu'on a pu cacher, enfouir, dissimuler, scotcher, tout ce que tu veux pendant notre primaire, collège, adolescence, par peur d'homophobie, par peur d'harcèlement, par peur de se faire taper, par peur de tout ça, tu vois. Où en fait, c'était nos années où on n'a jamais été autant déguisé, tu vois. En fait, c'est quelque chose qu'on peut tellement
librement abordé dans la mode. Tu vois, toute cette création artistique, toute cette sensibilité, le fait que énormément d'hommes gays, sans en faire, tu vois, un cliché, une généralité, qu'il y en a beaucoup en fait qui ont accepté aussi leur part de féminité que chaque homme a, hétéro ou gay d'ailleurs. Et en fait, la mode permet ça. Tu vois. Tu penses que le Mathias d'il y a 10 ans, qui justement devait un peu se planquer dans ses vêtements à La Rochelle, serait fier du Mathias de maintenant? Mais I wish, ma belle. Je pense, en vrai, ouais. Là, au niveau justement des vêtements, de pouvoir... Je pense, parce que tu vois, j'ai réussi moi aussi à m'éloigner des carcans, tu vois, d'homophobie, voilà, personnelle, de ce que j'ai pu vivre, etc. Et ce qu'on a un peu tous pu vivre, tu vois, même dans nos groupes de potes et tout. Et aujourd'hui, tu fais un pied de nez à tout ça, un peu à ton passé. Et c'est vrai que moi, la mode m'a énormément aidé. Et là, tu m'expliques pourquoi les hommes gays aiment autant la mode, et pourquoi la mode aime autant les hommes gays. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux et prescripteurs, surtout dans cette industrie? Parce que je pense aussi que... Il y a un goût gay que les hommes hétéros n'ont pas forcément. Peut-être, mais je pense aussi que de nouveau, on en revient à la place de la femme. C'est-à-dire que nous, la femme, on l'aime. On l'idolâtre pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il n'y a pas ce truc de la trophy wife, il n'y a pas ce truc de la femme objet, il n'y a pas tout ça. Même une mannequin qui est vue aujourd'hui comme un cintre parce qu'elle fait un 36 et qu'elle porte le look d'un designer, elle n'est pas vue comme une femme objet. On aime la femme profondément. Les hommes gays sont sûrement on est sûrement les hommes qui aiment le plus et qui respectons le plus la femme pour sa sensibilité, pour son romantisme, pour son corps, pour tout, tu vois, pour tout. Et justement, tu parles de taille 36. Moi, c'est un sujet qu'on aborde parfois tous les deux. Quand je dois aller dans les bureaux de presse, donc les endroits où on me prête des vêtements de telle ou telle marque pour présenter un événement, pour aller à une soirée, etc. Je me retrouve face à un problème, c'est que je fais 1m75. Donc, je fais un 38, ce qui est presque un minimum pour être en bonne santé quand on fait ma taille, même s'il y a des femmes qui ont une morphologie très menue naturellement, mais enfin c'est un autre débat. À la trentaine, ça devient de plus en plus rare. Je galère parfois en faisant du 38, ce qui est mince à l'échelle de la France, à trouver des vêtements, parce que dans les showrooms, il y a du 32, il y a du 34, parfois du 36, mais le 38, c'est vraiment le max du max. Comment est-ce qu'on explique ça? Qu'il y a à nouveau ce truc de la maigreur en fait qui nous revienne. Bah en fait, bon, déjà, pour savoir, en France, la taille moyenne, c'est 42. Tout à fait. Pour la femme, déjà. Peu importe l'âge, 42. Enfin, si on fait la globalité. Mais en fait, la mode étant de nouveau un microcosme différent, tout ce que tu as décrit là, en fait, c'est les tailles sample. Taille sample. C'est les échantillons. Voilà. Est égal taille mannequin. Parce que nous, nos mannequins, quand on les shoot, c'est des filles en agence qui font un 34, un 36, maximum un 38. Et c'est rare encore. Voilà, c'est un peu plus rare. Donc, de nouveau, dans nos éditos, nous, on s'adapte au code des agences de mannequins, qui elles-mêmes s'adaptent au code des défilés. Donc, je pense que la taille, ça restera un problème global. Mais global, c'est-à-dire que ça sera tout le temps là. Il y aura pas, tu vois, même si à un moment, oui, on a réussi à avoir quelques mannequins plus size. Ce que j'allais te demander, l'ère du body positive pour toi, là, c'est terminé? Bah, elle est finie. Elle est finie. On est plus, tu vois, sur un truc de skincare positive. Ouais. Que de body positive, tu vois. Accepter les taches de rousseur, accepter l'acné, accepter quelques rides, accepter les cheveux blancs, tout ça. Le corps, mais pas du tout. Ouais. Quand tu regardes les dernières Fashion Week, les filles sont maigrelettes à mort. Ça me rappelle toutes les rats on appelait ça les dolls. Les Slavic dolls, c'était toutes ces femmes qui des fois avaient 14-16 ans, qui faisaient 1m80, qui faisaient 40 kilos quoi, sur les runways. Quoi. Et l'inclusivité, tu penses, va se poursuivre par exemple sur la question des personnes queer? Enfin, je pense à le défilé Frio qui a marqué pas mal de monde en juin dernier. J'ai eu la chance d'y assister. Il y avait mon amie Claude Emmanuel qui était parmi celles qui menaient la danse. Donc en fait, elle a fait défiler des dolls, donc plein de femmes trans et plein de personnes trans d'ailleurs en général pour ce défilé qui a été un moment super important, qui lui a valu beaucoup de louanges à travers le monde, mais qui lui a aussi évidemment valu des déboires, notamment voilà, en termes de financement, etc. Elle a pu le dire dans la presse. Est-ce que tu penses que ça, c'est juste des coups d'éclat qu'une Jeanne peut se permettre de par son réseau et de par ses valeurs qui lui sont chevillées au corps, ou qu'il y a quand même
cette volonté globale qui demeure maintenant dans l'industrie de la mode d'inclure, là en l'occurrence les personnes trans, mais les personnes queer en général, en tout cas la différence. Où c'est fini tout ça, parce que là on est à nouveau dans une ère de récession morale et on peut le dire, une forme de fascisation de la société. Bah en fait, j'aimerais dire que ce n'est pas fini, tu vois, mais on est là pour entendre la vérité. Voilà. Et ce que tu vois en termes de tendance à travers le monde. Outre, tu vois, les thématiques et les sujets queer, trans, etc. Quand tu vois, par exemple, que Dolce & Gabbana, sur leur dernier défilé, ont fait défiler que des hommes blancs. Ouais. Parce que tu vois, bon, en gros, il faut savoir que tu as des quotas, entre guillemets, c'est atroce de dire ça, tu vois, dans les agences de booking pour les mannequins. T'as une sorte de pourcentage, tu vois. L'homme blanc, l'homme qui vient de l'Asie, l'homme un peu plus Afrique, l'homme des États-Unis, l'homme latino, etc. T'as de plus en plus de défilés aujourd'hui où c'est que des hommes blancs ou que des femmes blanches, ou sinon celle qui va être un petit peu de couleur ou un tout petit peu différente, bah, c'est une influenceuse. Ouais. Ou c'est une chanteuse, tu vois. C'est la seule... Mais oui. Après... est-ce qu'ils se sont rendus compte que potentiellement inclure ce qu'on peut dire des minorités dans des défilés, ça faisait pas aussi vendre en fait que ce qu'ils voulaient, ou du moins ce qu'ils pensaient. Peut-être, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des marques, tu vois, c'est plus facile de prendre des mannequins qui ont tout juste des origines, qui ne se voient pas trop, bien sûr. Comme tu vois, bon, l'évident, le truc est hyper obvious. Une Lolibaya. C'est ouais, Lolibaya, ou tu vois, ou même une Bella Hadid, quoi. Oui, bien sûr. Qui est en fait issue Palestine, etc. Elle est moitié palestinienne, tout ça, ouais, tout à Nazareth fait. et tout. Bah, c'est hyper simple en fait, parce que du coup le quota il est là. Mais on parle de Bella Hadid. Oui, super top. Oui, puis surtout qu'elle a refait, enfin elle a quand même fait de la médecine esthétique. Elle a fait des modifications du visage qui l'ont justement rapproché d'un type de beauté caucasien. Exactement. C'est-à-dire que le nez, quand tu l'as comme ça, de base un peu aquilin, et que tu choisis de le raccourcir et de le faire plus petit, bah, ça te blanchit finalement. Bah, donc oui, elle s'appelle Hadid, mais à la fin de la journée, elle s'est rapprochée d'un standard caucasien. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir, toi, dans la mode actuellement ? Est-ce que tu as des motifs d'espoir d'ailleurs ? Parce que peut-être que oui, pas. ça se trouve, j'en ai pas du tout. Mais j'imagine que si tu l'aimes autant, t'as quand même toujours un petit peu. Moi, je suis toujours hyper optimiste et tout ça, tu vois. Bah, justement, moi, ce que j'adore en ce moment, tu vois, c'est le fait que la mode, elle s'ouvre de plus en plus et qu'elle soit presque, tu vois, toujours aussi désirable et qu'en fait, elle soit encore plus aujourd'hui. J'ai l'impression, tu vois, un moyen d'expression. Tu vois, que ce soit à travers les collabs avec les artistes, que ce soit, tu vois, des campagnes de pub où oui, justement, bah, tu vois quelqu'un d'un peu différent, tu vois. Tu vois quelqu'un de queer. Comme dans le cinéma, tu vois, où tu vois des films ou des séries Hated Rivalry, etc. Tous ces gens, tu vois, qui traitent d'histoires homosexuelles et tout, tu vois, ça donne beaucoup d'espoir par rapport à tout ce qui se passe actuellement, tu vois, où des fois la mode... comme tu dis, elle est dans une récession totale. T'entends qu'il y a de moins en moins d'argent, qu'il y a de plus en plus de guerres, que bon bah la femme, elle va porter plus des jupes qui s'arrêtent au niveau de la mi-cuisse, mais par contre, elle va peut-être un peu aller au-dessous du genou. Ouais, bien sûr. Tu vois, camoufler aussi un peu la femme, etc. Donc je garde espoir que après ce grand mercato de la mode qu'on a vécu avec tous les designers et tous ces grands changements là de mode et toutes ces nouvelles arrivées qui font quand même du bien, je garde un espoir très favorable pour que la mode continue de perdurer et qu'elle continue de s'enrichir dans le bon sens du terme, parce qu'en ce moment c'est pas trop le cas avec tous les gros groupes qui sont en train de descendre. Et voilà, c'est un peu ça mon optimisme. Voilà, que la mode redevienne un peu plus colorée, un peu plus audacieuse et qu'on s'amuse un peu avec la mode. Make fashion fun again, quoi. Et qu'on arrête de faire la gueule et voilà. Exactement. Tu le sais, moi, je suis très admirative depuis qu'on se connaît de ton travail, de ta grosse charge de travail, de ta détermination, qui t'ont permis de te faire un nom vite et bien.
Parce que t'as pas, j'ai pas l'impression que tu te sois fourvoyé Non, et que non, t'aies non. utilisé des voies de traverse peu recommandables, même si voilà, on ne juge pas ça. Qu'est-ce que toi tu dirais? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des personnes qui doivent te suivre et que ta trajectoire peut faire rêver ou en tout cas inspirer. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, comme toi, rêve de faire carrière dans la mode et qui arrive à Paris ou même sur les réseaux sans moyens financiers et sans réseau initial qui n'est pas en épo? Qu'est-ce que tu recommanderais à cette personne? Bah, déjà, moi, le premier conseil, et je trouve que c'est un peu une règle, tu vois, c'est d'arrêter d'idolâtrer l'idolation. Tu vois, en ce moment-là, ça se dit l'idolation. Hein. L'idolâtrie. L'idolâtrie, pardon. Arrêter D'idolâtrer. d'idolâtrer, voilà. C'est le cours de français aujourd'hui. Voilà, c'est ça, cours de mode et cours de français. Parce que tu vois, il y a une idolâtrie, tu vois, envers les influenceurs, envers l'argent, envers la mode. T'as l'impression que tout le monde peut s'acheter un sac de luxe. Ouais. Donc en fait, tu vois, tu grilles des étapes hyper vite. Oui. Tu vois, moi je suis arrivé à mes 26 ans, alors de nouveau, j'ai conscience que je suis pas privilégié. Oui, j'ai des belles affaires, j'ai des beaux looks, des beaux sacs, des trucs, des machins. Mais en fait, tu vois, avant d'arriver à ça, ben putain, quoi, j'ai bossé, quoi. Tu vois. Et surtout, tu ne t'arrêtes jamais de bosser. Non, puis toi, tu bosses vraiment énormément. Enfin, tu vois, on voit des gens dans nos milieux qui se la touchent, mais c'est parce qu'en fait, il y a de la thune derrière, il y a des apparts dont ils sont propriétaires et tout. Donc même si l'argent s'arrête de rentrer, c'est pas grave. T'as un secours. Voilà. Toi, je t'ai vu vraiment charbonner, faire des nuits blanches, machin. Là, tu le disais qu'encore hier soir, tu t'étais couché tard. Enfin, tu vois, ça enchaîne et ça charbonne. Et tu fais pas juste ton média digital. T'as un métier à côté. T'es C'est ça, le styliste. stylisme, les campagnes de pub, les éditos, voilà. les VIP, et tout ça. Ouais. Donc ouais, pour moi, si j'ai quelques règles, c'est arrêter d'idolâtrer la mode et de voir que les paillettes et que l'argent à mort, à profusion, là, les grands voyages, les trucs. Puis si t'es pas riche de base, tu vas devoir travailler. Ça, c'est la règle. Il n'y a pas de cheat codes. Mais oui, derrière tout ça, en fait, c'est la notion du travail. Tu dois faire. Karl disait un truc. S'il y a bien un truc, moi, j'ai retenu de lui, c'est que, par exemple, tu vois, quand il est arrivé chez Chloé, etc., il travaillait 10 fois plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait montrer que les autres étaient inutiles. Et que à lui tout seul, il pouvait faire le travail d'une équipe entière. Je suis pas en train de dire qu'il fallait frôler le burn-out et se tailler les veines au bureau, pas du tout. Mais en fait, c'est par ton travail que tu montes les échelons, que tu gravis des places, que tu rencontres des gens, que tu te lis d'amitié, que tu as des opportunités, tu vois. Tout n'est pas comme ça, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est se lancer coûte que coûte, peu importe tes moyens. Et même si c'est pas encore parfait, y aller. Mais oui, il faut le faire, il faut pas attendre que ce soit parfait. Parce que toi, tu vas attendre 2 mois que ce soit parfait. Ouais. Entre-temps, il y a 15 personnes qui auront déjà fait, Bien sûr. qui auront posté des brouillons. Bien sûr. Mais c'est les brouillons qui vont permettre, eux, au bout de 2 mois. Donc, quand toi, tu vas tout juste commencer à se lancer, à eux, ils ont déjà 60K. Et en fait, eux, après, ils auront les moyens financiers de se perfectionner. Donc, dans tous les cas, se lancer. Ça, c'est sûr à 100%. Et surtout, essayer d'innover. Tu vois, les fashion commentators, il y en a plein. J'en fais partie. Je suis arrivé un peu après Mathieu, tu vois, après Loïc Prigent, après Mademoiselle Agnès, après tous ces gens, tu vois, toutes mais ces t'as créé un concept directement. Arrêtez tout, qui d'ailleurs fait des émules. Copié par d'autres magazines. Mais du coup, je me dis, comment je me différencie? Bon, bah déjà, la phrase d'accroche, ok. Mais tu vois, moi, sur mon média, je repersonnifie des silhouettes et des looks. Tu vois, je vais pas juste dire bon bah look numéro 55, Alex Consani, elle porte une marinière bleue qui me fait penser à Jean-Paul Gaultier. Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qui tu es à travers tes vidéos. Mais bien sûr, mais bien oui. Sûr. Tu vois, je théâtralise et je romantise ce que je vois des fringues. Je les rends humains en fait. Donc c'est ça, tu vois, moi ma clé de différenciation, tu vois. Et c'est drôle parce que une fois j'ai un gars qui me contacte sur TikTok. Hello Mathias, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, j'aimerais bien aussi lancer mon média digital comme toi. J'aimerais bien faire des vidéos comme toi. Est-ce que ça te dérange si je reprends, pas le arrêter tout, mais si je dis en mode arrête, j'aimerais bien faire comme toi les trucs de look numéro 13, look numéro 26, look numéro machin. J'aimerais bien mettre des lunettes et des bouclettes. Ouais. Et puis... Dans ces cas-là, mec, viens chez moi, tu prends le studio d'enregistrement, tu prends ma ring light, tu prends mes affaires, tu prends mes bijoux, je te colle ma moustache et let's go, quoi. Et on partage un compte, on fait un cross-post. Bah non, en fait. Mais non, mais n'importe quoi, tu vois. Et en fait, tu vois, t'as cette facilité à créer sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper accessible. Mais quand tu te mets à copier, en fait,
c'est un peu ridicule. Tu Bah, vois. bien sûr. Et on reste là sur les conseils. Si tu devais donner un conseil du coup à tous les gens qui vont nous écouter, qui ne veulent pas forcément se lancer dans la fashion, mais qui veulent être bien habillés parce que c'est le nerf de la guerre, tu l'as dit pendant tout cet épisode, serait quoi la règle d'or pour être bien habillé? C'est se sentir bien. Oui, Je te parce qu'il n'y a jure. pas une tenue qui va à tout le monde. Non, c'est se sentir bien dans ses fringues. Parce qu'en fait, ça se sent, mais directement. On le voit, quelqu'un, tu sais, qui a mis un truc un peu trop serré, qui se sent engoncé parce que c'est tendance de mettre du XS alors que tu fais du S, tu vois. On sent quand tu te sens déguisé avec une veste blazer. On sent quand t'as mis une paire de talons un peu trop haute parce que t'arrives pas à marcher. Et tu vois, et de nouveau, c'est pas une critique, ce truc de pas réussir Bien à sûr. marcher. Parce que marcher en talons, c'est un sport, tu vois. Même moi, des fois, avec des bottines de 9 ou 10, alors pourtant c'est un talon carré, je me dis, waouh, ouais, j'ai mal aux pieds, j'en peux plus, je vais rentrer en taxi. Avec des tu vois. comme ça, tu veux dire? Voilà, tu vois, c'est J'ai même passé ça. 8 jours avec des chaussures comme ça, là. Tu vois, moi, ça, j'en ai certaines en mode bottine, un peu Santiago et tout. Ouais. Ouais, quand t'as gambadé 10 km dans Bien le marais sûr. dans Paris à boire des cafés, fumer des clopes, waouh, t'as les mollets qui chauffent, hein, et Clément, il pourra le dire aussi, tu vois. Mais du coup, pour moi, c'est. Tu peux être confort dans une pièce étriquée, comme tu peux être inconfort dans une pièce hyper loose, tu vois. Moi, un jogging. Et te sentir underdressed. Ouais. Quel est le pire d'ailleurs, de se sentir overdressed ou underdressed? Parce que moi, je me suis longtemps dit que c'était pire de se sentir overdressed. Et en fait, maintenant, je crois que je trouve ça pire d'être pas assez habillé. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est underdressed. Parce que pour certains, je suis déjà overdressed. Oui. Tu vois, les bijoux, les trucs, les colliers, les bagues, tout, les matières, le fait que ça fasse du bruit, un sac de designer, un truc. Je suis déjà beaucoup trop overdressed pour certains. Moi, c'est pas ma hantise, mais je me sens pas bien quand je suis underdressed. Oui. Mais parce que moi, avant, j'avais. Le fait que quand je vais faire des courses, j'ai un blazer. Oui. Avec un pantalon à pince et une paire de bottes qui claquent sur le talon, sur le trottoir. Mais je trouve que ça dépend aussi du stade où tu es dans la vie, parce que moi, je sais que très longtemps, je suis grande, j'ai une voix un peu particulière en plus, je suis très théâtrale, même dans mes mouvements, etc. J'avais toujours peur du jugement des gens. Et en fait, il y avait comme une forme d'excuse chez moi, où je me disais, putain, si je suis overdressed, les gens vont dire que je me la raconte, que je me la pète, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste que parfois, t'as pas dosé, et tu ne souhaites pas écraser les autres. Exactement. C'est juste que t'as pas de truc. Mais j'avais tellement peur de cette forme de jugement que je me disais, oh mon Dieu, il ne faut surtout pas qu'on pense que j'écrase les autres. Et en fait, en grandissant, et justement, je trouve que c'est un peu l'apprentissage de la fin de vingtaine, du début de trentaine, etc., où tu te dis, bah en fait, il n'y a pas plus misogyne qu'une personne qui estime qu'une femme ou qu'un homme gay, au final, puisqu'en fait, il y a des stigmates qui sont communs, en fait trop. Oui. En fait, que veut dire ce danger que tu ressens quand tu as l'impression que quelqu'un d'autre en fait trop à tes côtés? Et maintenant, justement, oui, je crains plus d'être underdressed parce que j'ai envie d'être à la hauteur et de ne pas décevoir les gens. Bah oui. Et je me dis, bah, si je suis overdressed, et bah, les gens se diront juste que je sors d'une autre occasion et d'un truc chouette, et je m'en tape qu'ils se disent que je me la pète ou quoi machin, parce qu'en fait, je me suis interdit toute ma vie de porter des talons parce que j'étais trop grande, de porter des belles robes parce que j'avais peur qu'on se dise que je me la pète, alors que je suis toujours hyper gentille avec tout le monde, et maintenant je suis en mode, bah, fuck it, en fait. Bah oui. Toujours, je me suis fait snober justement en allant au ciné. Je prends une place pour Le Diable se vient Prada, et j'avais pas dit à la dame. Je lui avais pas dit ce que c'était le ticket. Et elle me dit, c'est pour Le Diable en Prada, j'imagine. Et je dis, bah oui, comment vous savez? Mais innocemment, tu vois, on est dimanche soir, elle me fait, bah je connais mon métier. Et je lui dis, ah ok, bah oui, bah. Et je savais pas quoi dire. En fait, moi, quand les gens comme ça ont des attitudes peu chères face à moi, je suis tellement gênée pour eux que j'essaie. Je suis vraiment le sœur Emmanuel dans ce genre de cas, mais de leur tendre une perche pour effacer qu'ils ont fait ce truc-là gênant. Et du coup, je lui dis, ah ben oui, j'avais vu le 1 quand j'étais petite, j'espère que j'aimerais autant. Elle a dit, bah moi je les ai jamais vus, mais bon, vous me direz en sortant de la séance si vous avez pris en maturité. Et j'étais là, mais putain, mais c'est tellement misogyne, même venant d'une femme, bien sûr. de juger l'excès de féminité chez une autre femme. Exactement. Ou l'excès de manière ou chez un homme pour gay. la beauté, ou ah pour putain, tout ça, tu vois. mais franchement, je me permettrais. Et moi, je me permettrais jamais de prendre de haut quelqu'un que je trouve pas assez bien habillé, ou pas assez féminine, ou pas assez cunt, quoi. Enfin, tu vois, Mais et puis c'est surtout que, tu vois, si j'ai bien appris un truc là au bout de 5 ans, tu vois, de freelance, de stylisme, de fashion week et tout, c'est qu'en fait la limite de l'autre n'est pas ta limite à toi. Tout à fait. Tu vois, c'est que t'as des gens qui vont t'adorer parce que tu oses
porter des pièces, oser des talons qui font du bruit, mais parce qu'en fait, c'est parce que eux ils osent pas, parce qu'ils Mais n'ont pas bien encore sûr. assez la confiance. Et ils vont dire que T'as tu te la des gens- pètes. Voilà, t'as des gens qui te trouvent ridicule parce qu'en fait, justement, toi tu te sens overdressed, mais pour eux t'es underdressed. Mhm. En fait, c'est la limite de l'autre. Tant que toi tu respectes ta propre limite et qu'au contraire tu veux ne pas tu ne veux pas la respecter et tu veux franchir cette limite, mais have fun. Have fun. Qu'est-ce qu'on souhaite, Mathias? Habituellement, je finis par un conseil, mais t'en as donné pas mal. Pour finir un peu ce tunnel, qu'est-ce que tu souhaites pour la mode en 2026, en 2027, en 2028 et toutes les années qui suivront? Parce qu'au plus ça va aller, au plus tu vas en être prescripteur, j'en suis sûre. Bah, je souhaite un peu de nouveauté, un peu d'expérimentation, un peu de fun, parce qu'on commence quand même un peu à s'ennuyer et tout se ressemble, et voilà. Parce qu'en fait, la mode est régie par l'argent et par les chiffres et par les gros groupes et tout ça. Ouais, j'aimerais un peu moins de snobisme, un peu plus de gentillesse, un peu plus de coups d'éclat, mais en même temps un peu plus de douceur parfois. Des nouveaux, qu'on laisse un peu la chance, tu vois, à des jeunes, à des nouveaux, tu vois, dans les grandes rédactions de mode, par Bien exemple, sûr. qui sont régies par des gens qui parfois ne la comprennent plus forcément, ou alors qui des fois ne veulent pas comprendre ce qui se passe actuellement, parce qu'en fait, justement ils se sentent bien au-dessus de tout ça, et ils ont fait la mode d'hier, du coup ils font celle d'aujourd'hui et ils feront celle de demain. C'est qui ta papesse, toi, d'ailleurs, en termes de justement journalisme mode Ma papesse. que tu avais en fond d'écran, il me semble. Ah, Madame Rothfeld. Tu as toujours au fond d'écran? Bien sûr. Putain, c'est fou. peux le montrer. Montre à la caméra. C'est iconique. Bah oui. Mais en même temps, sans aller, tu vois, Karine Rothfeld, parce qu'elle côté international et tout, ma papesse de la mode, en réalité, c'est Stéphanie. C'est ma Stéphanie. Parce que quand je travaille avec elle, tu vois, elle me cultive. Elle m'apprend des histoires sur la mode, elle m'apprend des histoires sur les fringues, elle m'apprend tout ça, tu vois. Elle m'apprend que le vêtement, il véhicule un message, il véhicule une histoire, que toutes les références historiques, les références artistiques, tu vois. Donc en vrai, ma papesse de la mode, et elle le sait, c'est Stéphanie Brisset. Elle le sait. Donc la mode, il y a vraiment une longue connexion à une histoire. Ah, mais Il y a complet. une longue connexion à une société. Mais oui, Et il y a une lourde influence sur le monde. Donc le monde influence la mode et la mode influence le monde. c'est ça. Et il y a habiller, s'habiller et raconter une histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur la mode? Je crois qu'on a assez On parlé est de bon la pour ce mode. tunnel. C'est déjà pas mal pour ce tunnel de mode. Et bien, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous donnera le goût de bien vous habiller, mais sans jamais snobber les autres, parce qu'il n'y a rien de plus ringard Et de plus wannabes wannab. que de snobber les autres. Et on vous remercie. Vous pouvez retrouver Mathias sur son Instagram perso Mathias Debras, mais évidemment sur son média Arrêtez tout. Vous pouvez le retrouver dans les fashion shows, vous pouvez le retrouver dans les magazines pour tous les éditos qu'il fait. Vous pouvez le retrouver peut-être via sa patte sur vos vedettes préférées. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode de Tunnel et sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Et à bientôt. À bientôt.